Bienvenue dans Merci Simone, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre un droit fondamental, celui de choisir. On parle d'IVG sans tabou, sans jugement, avec du vécu, de l'expertise et surtout de la bienveillance. Ici, vous entendrez des femmes, celles qui l'ont vécu, celles et ceux qui accompagnent ces femmes, des professionnels de santé pour soutenir, informer et briser le silence. Merci Simone, c'est aussi un hommage à Simone Veil, bien sûr, mais aussi à Simone de Beauvoir, à toutes celles qui se sont battues et qui se battent encore pour que l'IVG reste un droit accessible, sûr et respecté. Aujourd'hui, je reçois Sarah. Sarah, elle avait 15 ans quand elle a appris qu'elle était enceinte. L'avortement par médicament n'était plus possible, alors elle a dû passer par une aspiration. À cet âge-là, pour elle, il était impensable que ses parents soient au courant. Et pourtant, son secret s'est ébruité. Pas auprès de sa famille, mais au lycée. Entre MSN, les skyblogs et les rumeurs, le harcèlement a dépassé les murs de l'école. Alors les réseaux sociaux à cette époque-là n'existaient pas. Et pourtant, son ex a appris la grossesse. Elle avait fait pourtant jurer à une de ses amies de ne pas lui en parler. Alors elle a été jugée, étiquetée. Elle a traversé tout ça presque toute seule. Avec Sarah, on parle bien sûr de son avortement, mais aussi de la place des hommes dans cette décision, du silence qui est parfois transmis de génération en génération. Et on parle pour une fois, et surtout, de l'après cette période dont on parle si peu. Enchantée Sarah, merci de venir au micro de Merci Simone. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu puisses donc te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as et les choses que tu veux que l'on sache de toi avant de démarrer ton histoire. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 36 ans. Ce que j'aimerais qu'on sache de moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez, simple, curieux et puis, toujours, un peu à l'affût, de découvrir, de nouvelles choses. Mais bon, ça, c'est un peu aussi en lien avec ma curiosité. J'aime beaucoup, lire, les musées. Je suis assez passionnée de culture et j'adore, les animaux, la nature. Et là, je suis en reconversion professionnelle, dans le secteur de la documentation. Ok, donc en lien aussi avec la culture. Ouais, 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 il y a des similitudes, ouais. Bon alors du coup, on va commencer à rentrer doucement dans ton histoire. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est, avant même de parler de ce qui s'est passé, que tu nous donnes justement le contexte de ton histoire. Dans quelle famille tu as grandi sur le sujet de tout ce qui était sexualité, avortement? Est-ce que c'était tabou? Est-ce que c'était évoqué? Comment ça s'est passé dans ta famille quand tu étais adolescente globalement Est-ce que c'était un sujet ou au contraire pas du tout? Bah, en vrai, c'était plutôt un non-sujet parce que, il y avait, enfin, j'avais conscience qu'il y avait une sexualité, en tout cas par le biais, tu vois, de la culture, de la pop culture, enfin, du collège aussi. Mais dans ma famille, c'était pas forcément abordé. Il y avait, des personnes qui étaient plutôt, plutôt contre, enfin, d'évoquer ce sujet, d'autres qui ne l'évoquaient pas, d'autres qui l'évoquaient trop. Donc, j'ai un peu grandi dans cet environnement-là. Petite, on m'a, diagnostiqué un dérèglement hormonal qui a duré une dizaine d'années. Tu vois, j'avais une puberté précoce. Il y avait déjà, cette gestion-là de mes parents, tu vois, sur ce dérèglement. Donc, dans ma famille, c'était plutôt un non-sujet. Je ne sais pas si c'était réellement tabou, pour être honnête. J'ai l'impression que, en fait, mes parents, et ça, je l'ai su a posteriori, que, ils pensaient de moi que j'étais plus instruite là-dessus, enfin, que j'allais m'instruire toute seule. Donc, sur l'instruction, il y avait un peu de mal à évoquer ces sujets, tu Ok. vois? Donc, voilà, l'adolescence, ça s'est un peu passé comme ça. Et le deuxième point qui me semble aussi important, par rapport au récit, c'est que, à partir du lycée, j'ai complètement changé. Enfin, je suis partie de cette ville, où j'ai fait toute ma scolarité et je suis allée dans un lycée où je ne connaissais absolument personne. Et en fait, en connaissant personne, bah, j'ai dû un peu apprendre aussi à à me faire des amis, à me faire connaître. Et j'étais, aussi dans une période assez, difficile psychologiquement. Enfin, j'ai eu des phases dépressives, enfin, et ce qui fait que, quand je suis rentrée au lycée, mon objectif, alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'avais un peu cet objectif, je voulais plaire, tu vois? Ça m'a semblé plus facile de plaire quand j'étais au lycée, vu que je connaissais personne. Donc ça, du coup, c'est le début de l'histoire et Ouais, le contexte. ouais. Et sur le contexte, du coup,
du moment où tu as appris que tu étais enceinte. Mhm. Quel âge tu avais Ouais. et qui tu étais à ce moment-là? Quelle jeune fille tu étais à ce moment-là? Alors moi, j'avais 15 ans et j'étais une jeune fille, mais complètement perdue. C'était vraiment, enfin, j'étais dans une période rebelle, on va dire, mais dans mes années de collège, tu vois, physiquement, je sortais un peu de l'ingratitude, on va dire. Tu vois, j'avais plus mon appareil dentaire, tout ça, et je me suis dit, ah, enfin, je vais pouvoir avoir un copain. Tu vois, c'était un peu mon objectif sans me rendre compte, tu vois, de tout ce que ça englobait. Je me suis dit, ah, il faut que j'ai quelqu'un, tu vois. Et du coup, bah, quand je suis arrivée au lycée, dans ma classe, il y avait un mec qui me plaisait pas plus que ça, mais il était un peu plus âgé que moi. Il avait déjà eu une relation auparavant. Et donc, en plus, on habitait dans le même village. Donc, on s'est rapprochés. Et au bout de 2 semaines, bon, bah, j'ai fait ma première fois avec lui. On s'est protégés lors de cette première fois, mais après, moins. Et en fait, il y avait une espèce de zone grise entre, bah, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, de notre protection, tu vois, de notre contraception, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je ne savais pas du tout. J'en ai absolument pas parlé à mes parents, puisque déjà, c'était vraiment, comme je te disais, un non-sujet. Donc, au bout de quelques semaines, bah, un peu comme le discours de Nora, tu vois, tu te dis, bah, en fait, tu penses pas que tu vas tomber enceinte. Tu vois, moi, je ne le pensais pas. Et donc, Oui, parce qu'à ce le soir, moment-là, tu as 15 ans. ouais, bah Donc, ouais, tu as peu d'informations. Je sais pas si à ce moment-là, au collège, avant, tu as eu des informations sur l'éducation sexuelle et à la vie affective ou pas du tout. vite Si, fait. ouais, c'est ça. C'est quand ça arrive, finalement, tu manques clairement d'informations et Ouais, de ce qui peut se passer si tu te protèges pas, même au-delà de tomber enceinte, sur tout ce qui va être bien sûr. IST ou tout ça, quoi. C'est Ouais, ouais, c'est ça. Et puis même les représentations que tu as, tu vois, quand tu vois dans la culture, la pop culture, elles sont biaisées parce qu'on ne parle Mm. pas de tous ces sujets-là. Donc moi, j'avais un peu cette représentation-là. Ma mère, bah, dans mes souvenirs, ne m'en a pas du tout. Enfin voilà, ça m'en parlait pas. Et donc en gros, bah, je sors avec lui, mais enfin, voilà, j'ai bien senti que bah, j'ai pas réellement de sentiments pour lui. C'est ma première fois. Enfin, c'est mon premier vrai copain. Et puis, au bout de 2 mois, je tombe amoureuse d'un autre garçon. Donc, je me dis, bon, enfin, voilà, je me rapproche de ce garçon. Enfin, on se plaît. Donc, je me dis, bon, enfin, voilà, je ne suis pas du tout attirée par mon copain. Autant arrêter. Et puis, en fait, je me mets très rapidement avec l'autre garçon. Donc, déjà, ça commence à jaser, tu vois, à faire jaser. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas mes règles. Mais je me dis: «Bon, c'est pas grave, j'ai un retard, bon, c'est peut-être pas très grave». Mais il y avait quand même des symptômes, c'est assez paradoxal, tu vois? J'avais l'impression de le savoir sans le savoir. J'avais la poitrine, gonflée, j'avais le bas du ventre aussi qui commençait à gonfler, tu vois? J'avais des envies aussi, genre de pain au chocolat, enfin, c'était très prégnant, tu vois? Tu as tu disais un dérèglement, hormonal. Est-ce qu'à un moment donné, du coup, tu t'as mis ça un peu sur le dos du dérèglement hormonal en te disant: «Ah, ça se trouve, c'est ça, c'est normal si j'ai pas mes règles»? Pas du tout. Alors jamais. Non, non, j'ai OK. pas du tout mis, là-dessus. Je me suis juste dit, «Bon, c'est juste un retard», tu vois? J'ai vraiment pensé: «Bon, ça peut arriver» parce que j'avais des règles, plutôt, pas irrégulières, mais des fois, il y avait des petites tu vois, il y avait des délais un petit peu longs, donc je me disais: «Bon, ça peut arriver, c'est pas grave, c'est le stress, je suis dans un nouveau lycée», tu vois? Et Et les en fait, symptômes, par contre, de grossesse, ouais, tu les connaissais, peut-être par la pop culture ou tu ouais, avais c'est déjà ça. entendu des personnes Ouais. parler des symptômes de grossesse, donc ça, tu les identifiais un peu, ça t'allumait quand même cette petite ampoule dans ta tête, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me disais: «Bon, il y a quand même des trucs un peu bizarres» et puis je prends la décision, d'aller voir l'infirmière scolaire en lui disant: «Bah, j'ai pas mes règles et tout». Puis là, elle me le dit un peu cash: «Bon, bah, on va peut-être faire un test de grossesse». Tu vois? Là, mes souvenirs sont un peu plus flous. On en fait un, je sais plus s'il est positif ou pas, j'ai un gros doute. Mais elle me conseille quand même d'aller au planning familial et c'est au planning familial de ma ville où là, je leur explique la situation et on me dit: «Faites une prise de sang». Donc je fais une prise de sang et je m'en souviens que quand j'ai fait la prise de sang, le jour de récupération du résultat, heu,
je comprends pas très bien. En fait, je vois la chose et je me dis, je fais non, 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 il faut que je vois qu'il y a un truc et je demande à la personne de l'accueil, bah, en fait, qu'est-ce qu'il en est, tu vois? Qu'est-ce qu'il en est? Enfin, vous pouvez me dire les résultats? Elle fait, ah ben, vous êtes enceinte de, je sais plus combien de semaines, tu vois, genre 6 semaines, 7 semaines. Et là, je me décompose. Littéralement, je fais, ok, Ouais, ok, parce qu'en fait, tu l'as lu, tu as sûrement lu positif et tu t'es dit oui, ouais, non, enfin, ouais, attendez, dites-le moi parce que là, ouais, c'est ça. Je voulais vraiment que ce soit factuel, quoi. Dites-le moi. Je pars au planning et je me souviens, hein, ce jour-là, il pleuvait des cordes, mais vraiment des cordes. Et j'ai chialé comme pas possible. Je remontais. En plus, il y avait une longue route un peu en, tu vois, qui est une longue côte pour aller jusqu'au planning. J'arrive, j'en parle avec la gynéco. Ben, elle me dit, bon, bah là, en gros, c'est trop tard pour une IVG médicamenteuse, en fait, parce que le délai était passé. mais Là, je là, du fais, coup, elle te parle directement d'IVG. ouais, Toi, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, c'est pas possible que je sois enceinte, faut que j'avorte, ou tu te dis, je peux le garder. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? bah là, à ce moment-là, là, l'IVG, c'était venu, enfin, c'est venu direct, tu vois. Je me suis même pas posé la question. C'est, faut le faire. En fait, faut le faire. Je m'imagine pas enceinte, ni le garder à 15 ans, en plus, dans une situation amoureuse qui était irrégulière, enfin, même personnelle. Enfin, je me sentais absolument pas prête. Émotionnellement en termes de et puis j'étais pas suffisamment mature, tu vois, pour garder. Ouais. Et du coup, on programme l'IVG par aspiration dans un hôpital pas loin de chez moi, mais il faut trouver quelqu'un de majeur. Et oui, là, c'est ce que j'allais dire. Le Ouais, planning, ils te disent tout ça, ouais, mais à quel moment ils te disent, mais par contre, vous êtes mineur, on va pas ouais. faire ça comme ça. Oui, voilà, tu vois, elle me le dit aussi dans le discours et du coup, je me dis, oh là là, déjà, il faut programmer ça, plus trouver quelqu'un, en sachant que j'en ai absolument pas parlé à mes parents. Des adultes, alors l'infirmière de l'école, je pouvais pas la solliciter vu qu'elle bossait, tu vois? Donc là, par chance, mais je ne sais pas comment, il y a en fait un des anciens amis de mon ex, avec qui je m'étais rapprochée, mais il m'appréciait pas tellement, hein. C'est trop bizarre parce il m'appréciait pas vraiment, mais qui a quand même accepté, enfin sa mère a accepté de m'aider. Ok, donc ça veut dire que là, à ce moment-là, tu commences à en parler autour de toi quand le planning te dit, alors Ouais, par contre, Sarah, il faut quelqu'un de majeur. ouais, Là, tu ouais, te dis, ok, ouais, faut que j'en parle à quelqu'un. Tu te ouais. dis, j'en parle pas à mes parents. Et Non. qui, justement, tu vas aller solliciter, à qui tu vas aller en parler pour que ça arrive jusqu'à la maman de cette amie, de cet ex. Je pense que j'en ai parlé à l'infirmière scolaire et qui m'a dû, à cette époque, me suggérer de voir quelqu'un, tu vois, d'essayer de solliciter dans mon entourage. Donc, c'était très, très compliqué. Et puis, en fait, bizarrement, ce garçon, enfin, la mère de ce garçon que je connaissais pas plus que ça, lui, en tout cas, n'appréciait pas du tout mon ex. Donc, quelque part, c'était un peu un prétexte. Tu vois, il s'est dit, oh là là, bon, je vais l'aider, la pauvre. C'est encore une victime de ce gars-là. Je pense que c'est aussi un peu dans cette démarche-là. Et ça s'est fait, tu vois, ça s'est fait naturellement. Et après, on est devenus amis, lui et moi. Mais Et ça a t'en as failli. parlé à ton ex? Ton ex, il était au Après, courant ou tu t'es dit, je lui en parle pas? ouais, alors, après coup, parce que je m'en suis beaucoup voulu. Et en fait, j'en avais parlé aussi, et ça, je pense que ça a beaucoup joué. C'est que j'en ai parlé à une de mes copines de classe qui était très proche de mon nouveau copain, tu vois. Je lui ai dit, bah écoute, je suis désolée, je vais pas être là, mais surtout, t'en parles pas à Pierre. Je vais l'appeler Pierre, mon nouveau copain. Sauf qu'elle n'a pas tenu sa langue. Voilà. Et en fait, mon Pierre m'en a énormément voulu. Ok. Ouais, Voilà. donc là, enfin moi, c'est toujours ça que j'imagine aussi, c'est à cet âge un peu ingrat, comment ça se passe pour la jeune fille que t'es quand ça commence à se savoir du coup.
est-ce que ça s'ébruite? Est-ce que, du coup, là, il se passe des choses pour toi? Enfin, moi, j'arrive même pas à imaginer, en fait, la moi du collège, lycée, s'il se passait ça, je me dis: «Mais on est tous cons à cet âge-là, quoi». Enfin, c'est tellement l'âge ingrat. Donc Ouais. toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'ébruite déjà et comment ça se passe pour toi? Bah, en fait, ouais, ça s'ébruite parce que, je sais pas comment ça s'est ébruité, mais ça s'est ébruité. Je vais dire, je pense que j'étais un peu une proie facile. Alors je dis pas que j'ai pas forcément je me suis pas forcément bien comportée, tu vois, au lycée sur certains points parce que je voulais me faire apprécier. Donc j'avais des comportements qui étaient problématiques, tu vois? Je m'en rends compte avec le recul, avec toute l'éducation féministe que j'ai maintenant. Je pense que ça ne méritait pas d'être ébruité non plus, tu vois? Et ça ne méritait pas que mon nouveau copain, soit en colère, parce que, je lui ai pas dit, enfin, pour moi, c'était un secret, enfin, ça me faisait honte et en fait, mon copain, enfin, mon ex-copain l'a appris de cette manière, tu vois, voilà et il m'a appelé et il m'a dit: «Mais Sarah, pourquoi tu me l'as pas dit?» Et je lui ai dit: «Écoute, bah, déjà, je t'avais largué pour un autre mec, tu étais presque au bout de ta vie, donc je vais pas te parler de ça, en fait, j'avais trop honte, je pouvais pas, j'arrivais pas à le dire». Je pense qu'il m'en a pas voulu du tout, hein, mais c'était compliqué pour moi et en fait, ça s'est quand même pas mal ébruité, au sein du lycée, quoi. Ouais, Et donc du à ce coup moment-là, ce qui prédomine, c'est le sentiment de honte de pas vouloir ouais, en parler. ouais, Sauf qu'en fait, l'information, tu pas du tout à la gérer et elle passe, ouais, d'oreille en oreille, de bouche en bouche de chacun, qui partage cette information qui ex te concerne, toi et que tu ouais. voulais garder sûrement entre toi et toi, quoi. Bien sûr et puis, ça légitimait un peu cette impression qu'on avait de moi, tu vois? Genre, de fille facile, alors ce qui était pas tout à fait vrai, mais tu vois? C'est pour ça que j'ai caché aussi parce que je me suis dit: «Ah ouais d'accord en fait, c'est bon, je vais m'en prendre plein la gueule, parce que j'ai couché avec un mec, pour ma première fois à 15 ans et qu'on s'est pas bien protégé à tous les coups et voilà que je suis tombée enceinte et que je l'aimais pas donc je le largue, je sors avec un autre gars avec qui j'avais eu aucun rapport mais voilà, tu vois? Ça légitimait tout ça aussi et ça Ouais. me faisait peur et puis on était dans une enfin, je pense que tu as connu ça aussi, tu vois? Dans les années 2000, les a priori sexistes qu'on avait vis-à-vis des filles, ils étaient quand même bien marqués. Ils le sont toujours, hein, mais C'était hard, ouais. Il y a, effectivement un a priori hyper sexiste de, faut plaire mais pas trop parce que si tu plais trop après tu es la fille facile. Donc c'est il y a des ça. limites à trouver sur ça et c'est, ouais, c'est hyper jugeant et jugeant, pas que par les garçons, même par les filles qui sont hyper dures Complètement. entre elles. Le côté, Ouais. entre filles, on est hyper dur entre nous, il y a aucune sororité, Ouais, ouais, le ouais, ouais, mais féminisme n'est pas encore complètement. passé par là. Non, mais ouais, enfin, tu vois, ça me fait mal, hein, parce que moi aussi, tu vois, j'ai contribué à ça et Mmh. maintenant, en y repensant, je me dis: «Ah punaise, mais quand même», enfin, ça m'embête vraiment. Après, c'est passé et bien évidemment, on évolue, on change. À 15 ans, enfin voilà, c'était pas le cas et puis bien sûr, tu dans un lycée avec personne que tu connais, enfin voilà et puis c'est l'époque aussi de tout, enfin maintenant ça existe plus, tu vois? Mais genre les skyblogs et tout. Ah ouais! C'est là, ça te pousse à l'harcèlement, quoi, ça te pousse au cyberharcèlement. Il y avait des trucs violents, quoi. Moi, je me suis retrouvée, et je pense que c'était un peu après cette période, tu en avais pris une photo de moi où j'étais pas forcément à mon avantage et il y a un mec, qui m'a, enfin, dézinguée, sur son blog, quoi. Aujourd'hui, on dit Ouais. beaucoup: «Oui, à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux et cetera». Mais si. Alors quand même, pour ceux qui sont plus jeunes, s'il y en a qui écoutent et qui connaissent Ouais, pas le Skyblog, ouais, ça vient de la radio Skyrock ouais. et ils avaient des blogs qu'on avait tous et toutes, quand on était au collège et au lycée, où on avait chacun un blog individuel où on postait des trucs vraiment pas intéressants, mais sur notre vie quotidienne, ce qui était globalement les réseaux sociaux, hein et en Bien plus, sûr. c'était toujours agrémenté d'une, jolie photo. Heu et chacun pouvait commenter, et devenir le blog star, Ouais. donc c'était quand même les prémices des réseaux sociaux couplés avec MSN. Oui, et avec Aimé. Ça aussi, oh là là, punaise. Et ouais et du coup, c'était quand même, il y avait quand même des prémices de réseaux sociaux où le harcèlement pouvait déjà Mmh. quand même, sortir de la cour du lycée ou du collège. Donc toi, c'est ce qui s'est passé du coup à ce moment-là.
il y a eu du harcèlement, hein, très clairement, de ce que tu dis, Ouais, de garçon qui a publié une photo de toi. c'est ça. Donc là, à ce moment-là, tu viens d'arriver dans ce lycée, le Ouais, contexte, c'est tout ça, il se passe tout ça, t'apprends que ouais, tu es enceinte, l'information ouais. circule dans le lycée, et en même temps, tu dois gérer le fait que il faut passer à l'action aussi, puisque tu as envie Bah très oui, clairement c'est ça. d'avorter. Oui, bah oui, 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 c'est ça. C'est Donc ça, là, c'est du coup, ça. tu te mets en contact avec cette maman qui va t'aider. Ouais, ouais. Et le jour où on va à l'hôpital, bah, c'est elle qui m'emmène. Donc, normalement, tu as le droit à une journée, enfin, tu es dispensé, tu sais, quand tu fais un avortement mineur, tu es dispensé pendant une journée au lycée. Donc, j'ai été dispensée. Et on va à l'hôpital et elle m'emmène à l'hôpital et là se passe la fameuse journée que je n'oublierai jamais de ma vie, je pense. Donc là, du coup, comment ça se passe? Déjà dans l'hôpital, parce que ça dépend Ouais. très clairement des villes, est-ce que la partie, orthogénie est liée à la partie maternité ou c'est un environnement un petit peu séparé? Comment tu es accueillie? Comment est-ce que tu arrives à te rappeler un petit peu de tout ça? Moi, j'ai pas eu ce sentiment d'avoir été mal accueillie. En revanche, la manière dont s'est déroulée toute la journée, c'était quand même assez marquant. Déjà, en premier, quand j'arrive dans la chambre bah, et qu'on veut me mettre la perf, j'ai pas des veines très saillantes et du coup, on a du mal à me piquer. Et il y a je sais pas combien d'infirmières qui arrivent et qui essaient de me piquer. Impossible de me piquer. Donc, la perf se finit sur ma main. Ça m'a fait ah là là, un mal de chien. Donc, je vais au bloc. Après, on m'emmène au bloc avec ma perf sur la main, là. On me dit, bon, bah, on va vous endormir, on vous met un liquide. Donc, je me souviens très bien, tu vois, de ce liquide blanc, un peu lactique, que tu sens en plus quand il, il rentre dans ta Ouais. veine. Et puis là, je m'endors. Alors, je pense que ça dure pas longtemps en plus, hein, les IVG par aspiration, hein. Je crois que c'est une quinzaine de minutes, mais C'est ça. Ouais, c'est 15 ouais, minutes, c'est c'est ça. rapide. Mmh. C'est super rapide. Et je me réveille. Et là, je regarde, regarde mon vagin, tu vois, et je vois une mare de sang. Voilà. Déjà, ça commence. Voilà, c'est un peu, ça fait très film d'horreur, mais ouais, je vois une mare de sang. On me ramène dans la chambre. Je sais plus trop ce qu'on m'explique, mais tu vois, bon, je me rhabille. Le médecin vient de parler à ce moment-là, il te dit, Ouais. Donc là, bon, bah, la mère de mon pote me raccompagne chez moi. Et puis le soir, tu vois, même ça, tu vois, je pense que j'étais un peu groggy, un peu fatiguée et tout. Je dors. Alors, ça n'a pas du tout éveillé les soupçons de mes parents. ouais, c'est ce que j'allais demander. Et tes parents dans tout ça, sur cette journée, parce que j'imagine que tu as dû partir un peu tôt pour l'hôpital, le soir, tu rentres à côté de tes pompes, j'imagine. Ils se sont doutés de rien. Tu Ben as non. réussi à donner le change, Ouais, c'est ça. Puis, en plus, c'était un peu compliqué avec mes parents, donc bon, tu vois, ça changeait pas, tu vois, si j'étais de mauvaise humeur et tout, ça changeait pas grand-chose, quoi. et le Et voilà. rôle de cette, maman, qui du coup, heu, ne dit rien à tes parents. Ben, bien sûr. Ouais, et ça, enfin, je trouve ça, hyper chouette, enfin, de me dire, il y a des femmes comme ça qui, prennent ce Ouais. rôle de référente et qui tiennent leur parole d'accompagner des jeunes femmes, Ouais, bien sans le sûr. dire aux parents, ouais, c'est fort ce Ouais. qu'elle a fait cette femme pour, Ouais, toi à ouais, ce ouais. moment-là. Ouais, complètement. Mais ça, c'est vrai que je lui en serais toujours reconnaissante, tu vois. Même mon pote, je leur dis à chaque fois, je fais: «Moi, il m'a sauvé la vie, en fait». Ouais. Ouais, ouais, très clairement. Enfin, ça part quand même de ce garçon qu'à cet âge-là, qu'il ait la conscience d'en parler à sa mère Mmh. pour lui demander d'être présente pour toi. C'est beau quand même dans ton histoire, cette aide-là que tu as pu recevoir, Ouais. en Ouais, extérieur non. de ta famille. Ouais, ouais, c'est clair. Et je crois qu'en plus, le lendemain, alors je sais pas si je suis allée au lycée, parce que c'était un peu avant les vacances de Noël. Le Ah retour ouais. à la réalité a été hardcore. Parce que je me suis fait engueuler par mon copain, par ce Pierre. «Pourquoi tu me l'as pas dit? Gna 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 gna». Je viens dire et puis ma pote, en fait, je lui dis: «Mais pourquoi tu l'as dit, en fait? Pourquoi? Pourquoi? Non!»
Donc du coup, ouais, tu dois gérer. Alors moi, c'est toujours ça que je trouve fou en fonction de l'âge qu'on a, le Ouais. retour le lendemain, soit au collège, au lycée, au travail, et devoir gérer son corps le lendemain d'un avortement en faisant comme si de rien n'était aux yeux de la société. Et toi, en plus de ça, à ce moment-là, tu reviens au lycée avec la gestion de tous les ragots sur toi et ton copain qui est pas content de ne pas avoir été au courant. Ouais, donc ouais, ça a été assez violent. Ça a été hyper violent psychologiquement. Puis j'ai essayé de m'en remettre aussi, tu vois. Et je sais plus si enfin, je pense que je suis allée voir l'infirmière forcément, tu vois, pour lui dire comment ça s'était passé. Et puis tu as un rendez-vous qui est programmé avec le planning aussi a posteriori pour mettre en place, en tout cas la mise en place d'une contraception. Et donc, bon, bah, il y a ça avec mon copain. Enfin, ça a créé de la distance, ça a joué sur notre relation. Donc, il y a les vacances de Noël qui arrivent. Enfin, ça se tasse plus ou moins, enfin, oui et non, tu vois, ça commence à se tasser. En parallèle aussi, au moment où j'étais enceinte, j'avais parlé à une pote de pote d'une envie que j'avais. Et elle me dit, non mais là, je pense que tu es enceinte. Comme ça, cash. Tu vois, moi j'étais là, Et à ce moment-là, toi, tu avais déjà fait le test ou pas? je crois pas. Je crois Ah pas. ouais. Je crois que je l'avais pas fait. Et en fait, j'ai appris que cette pote de pote, elle est tombée enceinte, mais elle est tombée enceinte à l'âge de 13 ans. Ça m'a... Waouh, en plus, ça a été enfin, vraiment d'une maturité, mais exceptionnelle pour son âge. Elle était un peu plus jeune que... Enfin, attends. Et donc, on s'est rapprochés, elle et moi, et je lui ai parlé a posteriori, tu vois, de l'avortement et tout. Et puis, elle m'a raconté aussi son histoire. Et ouais, elle m'a dit à 13 ans qu'elle s'était fait avorter et tout. Et tu vois, c'était un peu une personne ressource aussi, parce que il y Waouh, avait pas c'est grand monde. hyper chouette à votre âge à ce Ouais, moment-là d'avoir pu en parler entre vous. c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a des signes un peu du destin qui, tu vois, entre elle qui m'en parle, la mère de mon pote et tout. Tu vois, il y a eu plusieurs choses comme ça qui se sont mises sur mon chemin Ouais. et il fallait qu'elle soit là, en fait, pour me guider et pour m'aider à aller mieux, tu vois. Je passe les vacances de Noël chez ma grand-mère. Je crois qu'une fois, je vais aux toilettes et là, je perds un caillot de sang. Ça m'a... J'en ai eu des frissons tellement je m'attendais pas à ça. Je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce caillot de sang? C'est mes règles, je suis pas Enfin, tu vois, je savais pas trop ce que c'était. Bon, bref, passe Noël. Donc, alors, ma grand-mère, elle n'en savait absolument rien et je pouvais rien dire. Donc, tu vois, je tire la chasse des toilettes, je fais comme si Ouais, de tu rien vis n'était. ça toute seule, t'essayes de Ouais, cacher c'est au ça. maximum. Et donc, après, quand j'ai rendez-vous avec le planning, bah, on me dit de prendre une contraception, tu vois, donc c'est ce que je fais. Est-ce qu'à ce moment-là, ils m'ont proposé d'aller voir un psy? Je sais pas, mais j'allais déjà voir, ma mère m'emmenait voir des psychologues, tu vois, du CMP, mais pas pour les mêmes raisons. T'en parles pas Non, non, avec non, j'en parle. à ce moment-là avec les Non, non, psychologues du CMP. non, 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 j'arrivais pas à en parler. En fait, la manière dont je parlais après, tu vois, j'ai vécu a posteriori l'avortement, ce qui est très bizarre, et je pense que c'était une manière de me protéger aussi, c'est que je rigolais de mon trauma, tu vois. Tu vois, je disais, ah bah moi, presque à des inconnus, genre, ah bah tiens, ah bah moi, je me suis fait avorter, tu vois, genre normal. Alors que c'est pas drôle, hein, enfin, mais parce que je ne savais absolument pas le gérer. Vu tout ce qui m'est arrivé, allez, je vous sers ça sur un plateau d'argent. Voilà. Comme ça, on peut plus m'atteindre. Et le planning familial, quand même, tu les revois aussi pour faire une échographie et t'assurer que euh, l'avortement s'est bien passé, qu'il n'y a plus rien, ou tu refais une prise de sang. Est-ce que tu as ce moment quand même où tu t'inquiètes de savoir si, il n'y a plus rien et si, du coup, il y a cette validation-là que tout est bien OK et que l'avortement a fonctionné? Écoute, la validation, oui, mais alors comment elle s'est faite? Est-ce que ça s'est... Je suis pas sûre que ça s'est fait par une petite prise de sang, plutôt par une écho. Ouais. Ouais, plutôt par une écho. Et puis quand j'ai eu mes règles, j'ai Oui, ça pris... a confirmé de fait. Voilà, c'est ça, exactement. Ça a confirmé de fait le fait que je n'étais plus enceinte, tu vois. Puis j'étais pas informée, j'avais...
enfin, j'étais mal informée ou peu informée. Je me souviens pas du médecin, tu vois, à l'hôpital, qui me disait, bon, vous allez perdre un caillot de sang. Peut-être qu'il me l'a dit, mais peut-être que, tu vois, ma mémoire a été trop sélective pour l'oublier, Qu'est-ce qui se passe après psychologiquement et bien sûr. physiquement et à quel point c'est important aussi de soigner cette étape-là pour la continuité après, même de sa vie sexuelle, de sa vie à soi, santé mentale, etc. Et toi, du Bien coup, sûr. qu'est-ce qui s'est passé justement sur ce après? Et petite pause rapide, j'espère que l'épisode vous plaît autant que j'ai aimé le préparer, et si c'est le cas, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et éventuellement mettre 5 étoiles si le cœur vous en dit. Mais surtout, partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. C'est la meilleure façon de m'aider à faire grandir cette communauté. Et si vous voulez aller encore plus loin, venez me rejoindre sur Instagram, merci.simone.podcast. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Je pense que c'est un des événements, si ce n'est l'événement le plus traumatisant que j'ai vécu dans ma vie. Même après, tu vois, après l'IVG, je me rends compte que j'étais pas bien protégée, mais littéralement, hein, que ce soit de moi-même et des hommes, c'est que la relation d'après, enfin, le rapport d'après que j'ai eu avec un homme, c'était même pas un garçon, c'était un jeune homme. Il avait, je crois, 22 ans, tu vois. J'en avais 15. On était un peu dans ce truc toujours de la culture où bah, les filles s'intéressaient. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu la Lolita, enfin, tu vois, comme la Lolita, en fait. Et puis le mec, enfin, il est canon, tu vois. Donc tu dis, oh putain, il s'intéresse à une meuf comme moi. Mais en fait, c'est très problématique. C'est très problématique parce que en plus, tu vois, moi, je me protégeais, mais lui ne s'est pas protégé. Il m'a sorti un prétexte bidon, genre, j'aime pas la capote. Je suis allergique au latex. Voilà, tu vois, j'en ai eu des. Non, mais voilà, c'est encore la responsabilité féminine, Et ouais. tu vois, Donc, je vis ça. Donc, lui, il le savait pas. Je vis ça. Je suis pas protégée. Enfin, j'ai une contraception, mais en fait, ça ne me protège pas de la toxicité masculine. Ça me protège pas de tout ça. Je reste quand même une gamine. Donc, Et ça te ouais, protège l'après. pas d'IST et en plus, la Ben oui, pilule, en c'est pas plus. 100% non plus. Enfin voilà, il y Bien a plein sûr, c'est de... ça. C'est ça. Et puis, le nombre de fois aussi où j'ai pris la pilule du lendemain parce que j'ai eu encore ce truc de ah non, je mets pas la capote et tout. Donc, ça t'angoisse. Et puis, tu n'as pas envie d'être rejeté parce qu'il y a aussi une très grande blessure du rejet que j'ai énormément intériorisée et qui m'a un peu définie sur beaucoup de choses dans ma vie, même actuellement, qui fait que en fait bon bah je dis ok, 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 et j'ai eu du mal à c'est à mettre tes limites et à dire mettre non. mes limites, ouais. Mm. Ouais, ouais, énormément. Donc ouais, après il a été très très difficile parce que ouais, j'ai eu des phases dépressives assez hardcore. Je suis tombée dans des addictions, enfin tu vois, ça a été très très dur. Et, Et et ce que tu disais, du coup, à ce garçon-là, qui est ta relation suivante, tu lui ouais. en parles pas, du coup, tu fais le choix de ne pas lui en parler. Bah non, parce qu'en plus, c'était comme un coup d'un soir, tu vois. Je me dis, bon, bah, j'ai une petite amourette, vu que, bon, avec Pierre, il m'a larguée comme une merde. Bah voilà, tu vois, c'était un peu un truc transitoire, mais j'avais absolument pas envie de me confier. Mais je Et voyais bien que j'étais absolument pas prête. Ouais. Et l'ex de qui tu es tombée enceinte, Ouais. est-ce que lui, il a été, parce qu'il l'a su par les piapia, est-ce que lui, il a été présent après auprès de toi, il s'est assuré que tu allais bien, parce qu'il a quand même dit, ben, pourquoi tu me l'as pas dit? Enfin, dans sa réaction, on a l'air de se dire qu'il aurait aimé être là pour toi. Est-ce qu'il a été présent pour toi? Il a été un petit peu plus présent, mais pas tant que ça. Enfin, il a été, je pense qu'il, oui, il était, enfin, présent, oui et non, tu vois. Je pense que il le considérait, tu vois, mais c'est pas.
pas dit forcément, tiens, je vais passer du temps avec elle, ou de savoir toute l'histoire, ou de dire bah, comment tu te sens derrière et tout. Non. Mais c'était pas hostile entre nous, tu vois. Ça allait, Ouais, ça allait. ok. Mais bon, ça restait très superficiel. Oui, c'était pour lui pas un sujet, c'était pas lui qui était touché, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me le dis encore plus quand on est jeune, même quand on Ouais, grandit, quelle est la place des hommes ouais, dans l'avortement d'une femme? c'est ça. On leur dit qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans le choix. Ouais, Mais pour autant, après, sur la présence pour accompagner la femme ou la fille qui le subit, il y a quand même encore du travail, quoi. ouais, Et ouais. j'imagine à 15 ans encore plus, quoi. Toi, tu es Mm, déjà en tant que femme pas informée et tu sais pas ce qui va se ouais, passer, mais les petits garçons à cette époque, ça leur passe au-dessus, ouais. quoi. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, l'après, moi, enfin, ce truc-là, je le cloisonnais, enfin, j'apprenais à le cloisonner, ou comme je te disais, le tourner en dérision, mais c'est après coup. C'est après coup que je me suis rendu compte qu'en fait, ça a été un événement qui a été ultra marquant. Et puis en plus, l'après, alors ça c'est un détail qui a quand même son importance, c'est que bon, j'en avais pas parlé à mes parents, j'en avais absolument pas parlé à mes parents, sauf que j'avais un papier de l'hôpital et je l'ai caché dans ma chambre. Et ma mère l'a découvert. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on est combien de temps après quand ta mère le découvre? Je sais plus, c'était en seconde, si j'étais encore en seconde ou première, je dirais quelques mois après. Donc la réunion familiale, comment ça se Ouais. passe? Là, je crois que ma mémoire est volontairement sélective. Je crois que, ouais, je m'en prends quand même pas plein la gueule, quoi. Oui, elle m'a dit clairement qu'elle me pensait plus intelligente que ça. Mais après, tu vois, je l'antagonise pas parce que je pense qu'aussi, il y a eu toute une éducation. Ma grand-mère qui a un côté très conservateur, qui elle aussi a vécu un avortement. Et je pense qu'elle a vécu un avortement clandestin. Bon, si j'ai une fille et un garçon aussi, enfin, inévitablement, je leur en parlerai parce que enfin, je Ouais, vais traîner. tu briseras Ouais, cette chaîne de silence qu'il y a eu dans la transmission de ta c'est grand-mère ça. à ta mère, à toi. Vous avez C'est toutes ça. les trois vécu la même chose Ouais, ouais, ouais. et vous avez pas été capable d'en parler ensemble Ouais, tellement c'est ça. c'était. Après voilà, je connais pas l'histoire de ta grand-mère et de ta maman, comment Bien elles sûr. l'ont vécu, mais c'est vrai que c'est fou de se dire waouh, dans la transmission, ça n'a pas été dit et vous l'avez toutes vécu Ouais, à une génération d'écart, quoi. ouais, c'est ça. Quelle Ouais, est la responsabilité d'une jeune fille de 15 ans ouais, qu'on n'a pas prémunie et qu'on n'a pas ouais, éduquée sur ce ouais. sujet-là? Tu vois, j'aurais aimé avoir cette relation-là avec ma mère. Parce que même Ouais. s'il y a eu des personnes sur mon chemin, il n'y a pas eu C'était ce pas ta maman. lien. Ouais, c'était pas ma mère, c'était pas, il y avait pas eu ce lien plus profond, tu vois, sans jugement, en étant rassurée, en disant, bah voilà, ok, c'est une épreuve que tu as vécue, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras parce que, ouais, ça a mis beaucoup de temps, en fait, tu vois. Ça met beaucoup de temps, tu vois, même 20 ans après, c'est un sujet qui reste quand même difficile, sur lequel je travaille aussi en thérapie, parce que enfin, ça m'a beaucoup, enfin, ça me marque beaucoup. En fonction de l'histoire aussi C'est ça, des générations qui nous ont précédés, bien sûr. l'accompagnement est différent. Puis c'est aussi très clairement une histoire aussi de génération. C'est que aujourd'hui, on se retrouve autour d'un micro pour en parler. Mm, Mais en fait, il y a quelques années, c'était impossible d'imaginer ça. Et en fait, les femmes qui en parlaient et qui militaient pour, c'était waouh, mm. c'était énorme. Alors Ouais, aujourd'hui, ça l'est toujours et c'est hyper courageux de venir témoigner. Et en même temps, la porte, elle a déjà été ouverte par des femmes avant ouais, nous qui nous ouais, permettent aujourd'hui d'en parler. Là où ouais. nos générations précédentes, moi, j'ai jamais parlé de ça avec ma maman non plus, quoi. Et en même temps, toi, c'est beau quand même dans ton histoire de se dire qu'il y a quand même une maman qui a été là pour toi, cette référente. Oui, ouais, ouais, Et ouais. puis ta copine de 13 ans, enfin, Ouais, ta copine qui a vécu ça à 13 ans. ouais, ouais, Du ouais. coup, comme tu dis, le destin t'a quand même mis sur la route des petites Bien personnes sûr. comme ça, en se disant, OK, bon, Ouais, elle a pas sa maman, mais on va lui mettre une ouais, copine, une autre ouais, ouais. maman.
Ouais. Et puis même maintenant, tu vois, avec la thérapeute qui me suit, ça m'aide aussi hein, de travailler sur ça en thérapie. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir un accompagnement psychologique a posteriori d'avortement. Sauf si on le vit très bien, et auquel cas, tant mieux, tu vois. Moi, c'est une question qui me travaille beaucoup parce que moi, mon avortement, il a eu lieu il y a 2 ans et je suis encore dans cette phase de psychoter, tu vois, d'avoir peur de retomber enceinte alors que je me protège, tu vois, mais t'en as Bien parlé sûr. un tout petit peu en disant que t'avais repris des fois la pilule du lendemain. Ouais. À quel point ça a impacté les années suivantes de tes relations, la peur de retomber enceinte ou pas du tout et c'était quelque chose du coup que t'avais vraiment réussi à remettre de côté? Quand j'étais adolescente, je me laissais un peu, ouais, je pense que j'étais pas complètement prudente sur certains points. Je pense que c'était plutôt de l'ordre de la méconnaissance et je pense qu'il y a une part en moi de vouloir, me dire: «Je me suis trop responsab» en fait, on a trop responsabilisé les femmes aussi, donc faites un peu votre taf, c'est bon là, ne dites pas, «Oh, on sent rien, je suis allergique», tout ça, bon, j'ai envie de dire, ouais, faites quand même un effort. C'est juste que vous le voulez pas, même si ça vous fait chier, mais c'est juste que vous le voulez pas. Voilà, donc ouais, non, sur la compte maintenant, c'est ouais, je suis quand même assez prémunie, c'est vrai que mais ouais, il y a ce truc-là, ouais, de la protection, de la vigilance, je suis quand même assez vigilante dessus et puis je le suis aussi dans les discours que j'ai pu tenir avec mes proches, tu vois? Donc je pense que là-dessus, ça m'a quand même pas mal marquée et j'essaie de m'éduquer énormément sur ce sujet, tu vois? En essayant de suivre, pas mal de contenus assez engagés, militants, bah, qui prévient de tout ça et comme tu dis, le planning permet aussi, tu vois, de se faire dépister, c'est super important. Ça aussi, tu vois, Ouais. quand j'étais plus jeune, bah, ouais, tu as un rapport, sans protection. Enfin, de ton côté, mais bon, ça bien évidemment, c'est juste, ça t'évite de tomber enceinte. Mais c'est encore moi qui faisais cette démarche. Allez, je fais des prises de sang et j'en ai fait pas mal des prises de sang, tu vois? Ouais, pour toi, savoir si, tu pas de maladie, si c'était OK, Exactement. Ouais, ouais, et du ouais. coup, tu disais aujourd'hui, sur le sujet de la maternité, alors ça sort peut-être un petit Ouais. peu de l'IVG, mais peut-être que ça a un lien, pour Ouais. toi. Parce que tu disais, que je sais plus comment tu l'as dit, mais tu as dit, «Je sais pas encore ou pas si je veux un enfant ou Ouais. pas» Ouais, ouais, bien sûr. et le sujet de l'IVG avait l'air d'être, un sujet dans cette question-là. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout, Bien je me sûr. trompe? Non, non, complètement. Complètement parce que déjà, ça a changé mon rapport au corps et oui, sur la maternité, bah, ouais, ça me fait peur. Parce que c'est vrai que quand je l'ai vécu, l'avortement et que tu te lèves, enfin, tu te réveilles et que tu vois une mare de tu vois, moi, j'ai imaginé un accouchement, mais même le changement du corps, tu vois? Le changement du corps, mais ça me terrifie. Ça me terrifie, complètement. Donc, vu comment à quel point j'étais terrifiée, quand j'avais 15 ans, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais être enceinte pendant 9 mois? J'ose même pas l'imaginer, tu vois? Et puis, aussi, il y a le truc de qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'être, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe après? Tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce qui se passe après, et si ça te plaît pas, c'est horrible à dire, mais c'est vrai, tu vois? J'ai eu cette conversation avec mon copain il y a vraiment pas longtemps. Je pense qu'il faut d'abord que je me priorise, tu vois? C'est un discours qu'on entend beaucoup et qui peut paraître hyper, égocentrique, mais j'ai pas envie de transmettre des traumas. J'ai pas envie de ça, tu vois? Ça m'embête profondément de transmettre des traumas. J'aimerais être, la personne la plus bienveillante et en tout cas accompagner au mieux mon enfant, vers une éducation, sexuelle, affective, relationnelle, totalement, safe, consentie et être aussi une personne référente, tu vois? De me dire: «Bah, mon enfant, ma fille ou mon fils peut venir me voir pour ces choses-là. Et il peut m'en parler, librement, sans tabou» et ça nécessite quand même un travail sur soi, tu vois? Je peux pas là, actuellement, je n'en suis pas capable. Je trouve ça hyper positif. Effectivement, il y en a qui diront que c'est égocentrique, égocentré, égoïste.
Ben alors moi, je trouve ça juste, je partage tous tes questionnements 1000 fois. Et si toutes les personnes qui ont des enfants et avaient eu des enfants s'étaient posé ces questions avant d'en faire et avaient travaillé sur elles, effectivement, peut-être qu'il y aurait eu moins de traumas de transmis. Ouais. Et je trouve ça juste merveilleux de se poser toutes ces questions-là et tout sauf égoïste. Où je me dis, ben, en fait, non, c'est le contraire de l'égoïsme de faire cette réflexion-là, de se dire, ben, peut-être que oui, j'aimerais bien, mais en fait, j'ai des traumas, j'ai des choses à travailler sur moi et j'ai pas envie de transmettre tout ça. Et donc, je préfère faire ce travail-là plutôt que faire un enfant égoïstement, Oui, sans pour les avoir autres. travaillé sur moi. Mhm. Et pour les autres. Et parce que ma Ouais, mère a envie d'être grand-mère et parce que ma grand-mère a envie d'être arrière-grand-mère, et ben en fait, on fait ouais. pas des enfants pour les autres, on fait des enfants aussi pour l'enfant en soi et la vie qu'on va lui offrir. Et C'est du ça. coup, c'est tout sauf égoïste, je trouve, tes réflexions. C'est gentil. Bon, pour Mm. clôturer du coup un petit peu le sujet, Ouais. si tu pouvais parler du coup à la petite Sarah de 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui avec tout ce recul que tu as et la maturité que tu as pris et l'éducation féministe que tu t'es construit aussi? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette petite Sarah? Oh là là, J'ai pensé à cette question. J'ai pensé ce que j'aimerais lui dire. Je dirais, alors d'un côté, d'écouter son instinct et de s'écouter, parce que ça, ça me semble hyper important. Euh, on vit toujours dans une société patriarcale. Il y a une régulation, ce qui est pas mal, mais il y a quand même des fuites. Il y a toujours un peu des stigmates dans les discours masculinistes et tout ça. Moi, je dirais, de ce que tu vois, de ce que j'ai pu voir, n'est pas la réalité. Et que tu n'es pas une trentenaire de Sex and the City qui vit avec toutes ses copines et qui a une sexualité libre et consentie. Non, c'est pas ça. Mais j'ai rien contre Sex and the City, bien évidemment, hein, j'adore cette série, mais c'est pas la réalité. À 15 ans, ce n'est pas la réalité. Et ça aussi, vraiment de peut-être s'écouter et surtout de se dire que ça va aller et que tu as la ressource, enfin, tu as les ressources en toi. Et le chemin, enfin, tu es capable de beaucoup. Voilà ce que je lui dirais. Je lui dirais vraiment Ouais, ça. quelle est une grande force. Et d'avoir toujours un regard bienveillant sur soi, sur les autres et sur soi, parce qu'on ne connaît pas on connaît pas les histoires des autres. On connaît, enfin, enfin, mon chemin, j'ai fait qu'une partie du chemin, c'est pas toute mon histoire. Ça reste un chapitre. C'est pas le livre, c'est pas les tomes que j'ai écrits, tu vois, mais de vraiment de pas se juger, parce que ça aussi c'est très dur et d'essayer de tendre de s'aimer avec ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités, inconditionnellement. C'est ça, c'est ce qui importe, parce que la relation qu'on entretient toute sa vie, la première relation, bah, c'est celle qu'on a avec soi. Et je pense que c'est la plus importante. Je suis bien d'accord avec toi. C'est vraiment, vraiment de se prioriser, quoi qu'il advienne, de se prioriser. Et c'est tout, vraiment, moi, j'ai du mal à le comprendre et j'essaie, tu vois, de le mettre en pratique au quotidien. C'est pas évident, mais ouais, je me dis, voilà ce que je dirais à une adolescente, une personne de 15 ans qui passe par cette épreuve-là, par cet événement. Priorise-toi. Ok, bah merci beaucoup. Et si du coup il y a des personnes qui écoutent aujourd'hui cet épisode, j'aime bien aussi poser cette question et qui sont pas en accord avec les choix que nous on a fait un jour. Et comme il y a que les cons qui changent pas d'avis, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes-là qui pourraient juger ce choix ou qui sont pas en accord avec le droit à l'avortement? Si tu as envie de leur dire quelque chose, hein, parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont dit rien à leur dire. Noël, elle l'a très bien dit. Elle a exprimé un très beau message. Je dirais que, encore une fois, c'est toujours la question aussi de se prioriser, si on peut se prioriser et de se prémunir de tous les dangers, parce qu'on parle
d'une IVG qui peut être choisie, mais, mais comment on fait quand c'est pas le cas? Comment on fait pour toutes les femmes, les personnes trans, les personnes non binaires qui, dans d'autres, tu vois, dans d'autres pays, n'ont pas ce droit-là, se retrouvent dans des situations difficiles, extrêmes. Comment font-elles, celles qui ne peuvent pas et qui aimeraient parce que ça sauverait leur vie, bah, peut-être faudrait penser, enfin, ça serait bien de penser à elles. Et voilà ce que je dirais. Il y a aussi toutes ces personnes-là et il faut y penser. Est-ce qu'il y a des questions, des sujets sur lesquels je ne t'ai pas emmené et dont tu veux parler avant qu'on clôture ton épisode? Ouais, des sujets, mais plus des suggestions, mais pour des ressources qui peuvent aider, d'écouter des podcasts, hein, ton podcast où tu essaies de mettre en lumière ces témoignages. La lecture aussi, moi, ça m'a beaucoup sauvée. Alors, je sais pas si tu l'as lu, mais alors l'événement d'Annie Ernaux, c'est c'est quelque chose, tu vois, et ça, c'est en écho avec ce qu'on disait il y a quelques minutes. Je pense que c'est un livre qui est nécessaire. C'est un livre qui peut être hyper intéressant à étudier. Alors, il y a plein de ressources dans la lecture, dans le cinéma aussi, des témoignages qu'on peut trouver et qui peuvent aussi nous aider à nous dire qu'on n'est pas seul et que le combat est nécessaire, est important à penser pour toutes les femmes de ce monde, toutes les personnes qui peuvent avorter dans ce monde. Effectivement, Carrément. l'événement, c'est un livre qui a été écrit sur, du coup, l'avortement clandestin, avant Ouais. que ce soit légalisé en France. Donc, c'est Ouais, un témoignage hyper fort. ouais. Il y a aussi le film de Annie Colère qui parle aussi de cette période-là. Le film Ok. sur Simone Veil qui raconte toute l'histoire de Simone Veil, notamment dans les camps de concentration, mais qui raconte aussi son combat pour Oui. l'IVG. Donc ça, c'est des ressources effectivement que j'ajouterais. Il y a aussi Arte qui a fait énormément de documentaires sur l'IVG qui sont hyper intéressants. Ouais. Et pas que sur la France, aussi dans le monde. Donc ouais, il y a plein de ressources Ouais. documentaires et culturelles. Ce qui est important, en tout cas, quand j'ai parlé enfin, je voulais travailler sur l'IVG, enfin, de ce trauma avec ma thérapeute, avec ma psy. Et en fait, bon, elle m'a donné un exercice à faire. Je pense que c'est très difficile. C'est de raconter son histoire, tout ce qui s'est passé, mais au présent. Donc au début, tu vois, je raconte un peu, bon, ça va, j'ai l'habitude de le raconter. Et je crois que quand je dis la phrase, que bah, au moment où je me réveille sur le lit d'hôpital avec le sang, bah, je lui dis, c'est comme si une partie de moi était morte, comme si j'avais tué quelque chose en moi. Et ce qui a été très bizarre et qui a un peu, enfin, pas un peu, mais je pense qui a légitimé mon discours, c'est que jamais de la vie j'aurais pensé que ma thérapeute allait pleurer face à moi. J'ai toujours eu ce ressenti de je ne le dis pas parce que, tu vois, conformément à ce que disait ma mère, je l'ai mérité, c'est de ma faute, je suis responsable et je tiendrai même pas ce discours à une personne, enfin, je tiendrai jamais ce discours, tu vois, à une personne qui a le même âge, enfin, qui a eu le même âge que moi quand elle l'a vécu ou peu importe à quel âge elle l'a vécu. Et je me suis dit: «Peut-être que là, mon discours, il est quand même légitime» et ce qu'elle m'a suggéré de faire, c'est de faire alors soit une lettre, on peut faire une lettre. Je donne ce petit tips, hein, mais pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller, chez un ou une thérapeute ou alors de faire, une petite cérémonie symbolique avec un objet, transitionnel. Je ne l'ai pas encore fait, je pense que je vais le faire et le fait d'en parler aussi, tu vois, dans ton podcast, c'est aussi un moyen, tu vois, d'apprendre à vivre avec et de m'apaiser, de légitimer mon discours et voilà, c'est la ressource que je voulais partager, pour les personnes qui vivent aussi, cet événement. Merci Sarah. On arrête ici. On arrête ici. Merci beaucoup. J'arrête, du coup, je suspends l'enregistrement. Merci à toi. Et voilà, l'épisode de Sarah est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je remercie sincèrement Sarah pour sa confiance et pour la force de son témoignage. Je suis ravie de l'avoir rencontrée, d'avoir pu échanger avec elle.
Et aujourd'hui, je suis toujours en contact d'ailleurs avec elle et je suis tellement contente que le projet de mon podcast me mette en contact directement avec vous et que je garde de temps en temps contact et que je continue à avoir de vos nouvelles. Je suis super heureuse d'avoir pu partager son histoire qui montre que parfois l'avortement ne s'arrête pas à l'hôpital, que de temps en temps, pour certaines, il y a un après. Le regard des autres, le silence, la culpabilité parfois, et cette impression de ne pas être légitime dans ce qu'on ressent. Alors si cet épisode fait écho en toi, je voulais juste te rappeler que tu as aussi le droit de ressentir ce que tu ressens, que tu as le droit d'être triste, d'être en colère, d'être perdu, et que tu as aussi le droit de te choisir, de te prioriser et d'avancer à ton rythme. Et aujourd'hui, on vit encore dans une société qui juge énormément, et surtout les jeunes filles. Alors peut-être que tu peux être la personne la plus douce envers toi-même et te prioriser et t'écouter. Je te remercie d'avoir écouté, merci Simone, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.